Par l'homme que vous évoquiez, Jérémy, le député sortant, Jean-Marie Sermier. Vous êtes donc candidat des Républicains, député maire de Dole et, on le répète, vous briguez un 4e mandat à l'Assemblée nationale. Face à vous, il y a notamment Stéphane Montrellet. Monsieur, vous êtes maire de Rang, vous êtes également conseiller régional et vous êtes candidat dans cette législative pour le Front National. Sur ce plateau, pour débattre avec nous également, Paul-Henri Barre. Alors vous, monsieur, vous êtes issu des rangs du MoDem, vous êtes candidat investi par La République En Marche. Vous êtes quand même connu sur la place publique, si j'ose dire, puisque vous êtes secrétaire général de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment dans le Jura. En face, nous avons Jean-Bernard Marcusi, candidat de la France Insoumise. À ce jour, vous n'avez pas de mandat. On signale quand même que vous avez été candidat aux Européennes, c'était en 2015, sous l'étiquette Nouvelle Donne. 2014, pardon. Et Madame Laurence Bernier, c'est la femme de ce débat, candidate du Parti communiste. Oui, mais moi je ne débat pas, j'arbitre avec vous, Jérémy. Candidate donc du Parti communiste, avec le soutien, c'est le même cas de figure sur les 3 circonscriptions du Jura, on le rappelle, avec le soutien du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Madame, vous êtes maire de Frasnes-les-Meulières. Absolument. Je précise que sont également candidats dans cette circonscription Véronique Henry, Ali Kurt, Dominique Revoy et Sylvie Viard. On va commencer avec une question avec Jean-Marie Sermier. Lorsque vous avez brigué avec succès la municipalité de Dole, vous aviez expliqué que vous seriez prêt à ne pas vous représenter à un mandat de député pour conserver votre fauteuil de maire. Vous êtes soumis, comme chacun, à la loi sur le non-cumul des mandats. Aujourd'hui, vous voilà à nouveau candidat à la députation. Pourquoi ce revirement ? D'abord, je voudrais avoir une petite pensée pour nos amis anglais qui ont connu un attentat encore cette nuit. Et puis je pense que la ville de Dole, tout à l'heure, honorera les victimes, parce que je pense que c'est, j'imagine, la solidarité commune qui doit nous unir. Alors pourquoi je suis candidat ? Simplement parce que je pense que nos territoires ont besoin de candidats solides. Je pense que nos territoires ont besoin de candidats qui sont en proximité. Et je pense que la ruralité a un avenir en France. Mon pays, je l'aime. Mon pays, c'est la France. Et la France a besoin d'une ruralité forte. Et je pense que je suis en capacité de porter cette voix de la ruralité, de nos territoires, de l'ensemble des communes de notre secteur, pour que le député puisse s'exprimer au nom de tous à l'Assemblée nationale. Je vous ai lu chez mes confrères de la presse écrite disant aussi, en substance, face au score énorme du Front National, je serai l'homme de la situation. Vous estimez être en capacité de barrer la route à la vague Front National qu'on a connue notamment lors de la dernière présidentielle ? Moi, je suis candidat pour l'ensemble de la circonscription. Je suis candidat pour le rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent faire avancer notre pays, qui veulent faire en sorte que des lois utiles soient votées pour notre pays, et quand la loi n'est pas utile pour notre pays, qu'elle ne soit pas votée, tout simplement. Donc, ma proximité fait que je peux connaître un certain nombre de personnes qui me disent tous les jours ce qu'ils ressentent au quotidien, la difficulté de trouver du travail, la difficulté de la sécurité. Vous savez, la sécurité, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, elle revient au premier plan avec les problèmes internationaux et les problèmes nationaux. Et je crois que, outre les discours, il y a aussi les actes. Et sur la ville de Dole, on a fait un certain nombre d'actions qui sont extrêmement précises. Par exemple, armer la police municipale, par exemple, mettre en place une vidéoprotection. Moi, à l'Assemblée nationale, je porte ce discours pour que nous puissions permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'être en grande sécurité. Parce que la sécurité, c'est ce que nous devons aux plus faibles d'entre nous. Si vous êtes élu à nouveau député, vous serez contraint de passer la main à la mairie de Dole. À qui ? Je serai dans le conseil municipal de Dole. Évidemment, je reste au conseil municipal de Dole. J'ai eu l'occasion de le dire à tous les Dolois. Avec quel maire ? Et puis, évidemment, la majorité municipale se réunira pour prendre les décisions qui s'imposent au moment où cela s'impose. Mais qu'il sache en tous les cas que je reste très mobilisé, et le savent les Dolois, parce que la ville bouge depuis 3 ans, la ville rayonne depuis 3 ans. Et donc, cette ville, elle a besoin effectivement d'une énergie avec un député dans les rangs de sa majorité. Allez, un autre maire, mais d'une plus petite commune, Stéphane Montrellet. Vous êtes conseiller régional, vous étiez aussi candidat au départemental en 2015. Vous êtes candidat cette fois aux législatives, vous êtes candidat à tous les mandats ? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Je suis là pour porter la voix du Front National, effectivement, pour les patriotes du Jura. Et sans problème, s'il faut me présenter à d'autres élections, j'irai avec plaisir. Donc candidat à tout ce qui passe On ne peut pas être candidat à tout, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais là, oui, effectivement, l'opportunité se présentait. Donc j'ai dit, pourquoi pas. Je me présente, effectivement.
En cas d'élection, vous avez préparé votre succession à la mairie? Ça se fera en temps et en heure, ça c'est sûr. Comme M. Sermier, je resterai dans mon conseil municipal. C'est une petite bourgade dont j'ai fait beaucoup de travail dessus. J'ai beaucoup de gros dossiers et il est hors de question que je laisse tomber ma commune. Donc je resterai dans le conseil municipal pour continuer à œuvrer. Ça, c'est une certitude. On continue? Paul-Henri Barre, je me tourne vers vous maintenant. Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes issu des rangs du MoDem. Lorsque votre investiture a été dévoilée pour La République En Marche, il y a eu quelques grincements de dents parmi les marcheurs. Est-ce à dire que vous n'incarnez peut-être pas aux yeux de tous le renouveau qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron? Non, je crois très clairement qu'il y a eu effectivement un peu de grincement auprès des marcheurs. Je crois que c'était aussi lié à la méthode de l'investiture où il y a eu beaucoup d'espérance et forcément un peu de frustration. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Les 3 comités En Marche du bassin dolois sont derrière moi. Ils travaillent tous les jours et il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Je vous ai lu dans vos déclarations d'intention, vous dites ma priorité c'est la moralisation, mais également l'équilibre entre la liberté, le social sur le territoire. C'est ça qui vous mène, c'est ça le renouveau de la politique tel que vous voulez l'incarner? Alors oui, tout à fait. Moi, je me suis retrouvé dans le programme d'Emmanuel Macron sur ces 2 axes de la liberté et de la solidarité, protéger les plus faibles et puis en même temps donner de l'élan et de la possibilité à ceux qui ont envie d'avancer. Donc c'est ce qui me porte, c'est ce qui fait l'ADN d'Emmanuel Macron et de la politique de La République En Marche et je me suis complètement retrouvé dedans. Vous vous revendiquez du centre droit, vous avez été candidat MoDem notamment aux élections européennes. Que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'En Marche est une simple entreprise de recyclage des élus socialistes? Alors, la preuve en est que je n'en suis pas, ni élu... Vous êtes plutôt une exception en Franche-Comté, on va dire. Ni élu, ni socialiste marqué, mais je crois qu'En Marche est un vrai groupement de gens qui veulent avancer ensemble. On a démoli des barrières, on a vraiment envie de faire quelque chose ensemble, et ce n'est pas les étiquettes politiques qui nous marquent. Jean-Bernard Marcusy, la France Insoumise donc, et encore une fois, face à un candidat de la France Insoumise, une candidate en l'occurrence du Parti communiste. France Insoumise peut-elle gagner toute seule? Le problème ne se pose pas de savoir si France Insoumise peut gagner toute seule. Alors pourquoi personne ne va avec France Insoumise et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver d'alliés? Pourquoi personne ne va avec France Insoumise et on ne trouve pas d'alliés? Si, il y a des gens qui sont venus avec la France Insoumise. Si, nous avons trouvé des alliés. Nous avons sur l'ensemble du territoire des candidats issus des rangs du Parti communiste, issus des rangs du Parti socialiste, issus des rangs d'Écologie Les Verts. Donc nous avons des candidats qui ont compris cette démarche de dynamisation d'un nouveau mouvement citoyen où le citoyen prend la parole pour porter une politique qu'il a construite, c'est l'avenir en commun. Et à partir de ce moment-là, cette dynamique, elle a fait ses preuves puisqu'elle a fait plus de 19%, 19,60% au niveau national et elle a fait presque 21% sur le niveau de la circonscription. Donc elle a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, nous disons cette dynamique qui passe au-dessus des partis, qui passe au-dessus de la tambouille. Est-ce que vous comprenez que pour les électeurs, c'est incompréhensible qu'il y ait un candidat communiste, un candidat France Insoumise dans cette circonscription parce que tous les deux, vous souteniez le même candidat à la présidentielle? Nous soutenions le même candidat à la présidentielle. Nous étions peut-être faits pour avoir une dynamique de la France insoumise sur cette législative. Alors, il y a eu des rencontres et elles n'ont pas pu aboutir. Eh bien, soit, moi je sais où j'en suis aujourd'hui et je pars l'esprit tranquille puisque je sais que je vais pouvoir rassembler tous les gens qui se sont retrouvés dans la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Laurence Bernier, je vais vous poser la question de façon taquine en insistant sur ce que dit Jérémy, mais tout de même, quand on lit le programme de Jean-Bernard Marcusy et le vôtre, on voit dans le même vocabulaire, urgence sociale, écologie, refondation nécessaire de notre démocratie. Alors je réitère cette question que posait Jérémy, pourquoi 2 candidats ici plutôt qu'un ou une seule? En tout cas, moi aujourd'hui, je suis la candidate du Rassemblement des forces de gauche et de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a réussi sur notre circonscription à ce que plusieurs candidats retirent leur candidature et non seulement me soutiennent, mais mènent campagne à mes côtés. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de porter effectivement cette alternative solidaire, écologique, citoyenne. Alors je regrette que Jean-Bernard ne soit pas inscrit dans cette dynamique. Bon, maintenant, c'est comme ça. Et je crois que la question, c'est d'aller de l'avant.
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être connue sur le territoire pour avoir mené de grands combats, avoir rassemblé déjà des milliers de personnes sur des questions comme la défense de l'hôpital ou sur d'autres sujets comme les transports publics. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je m'appuie. Juste une précision, vous dites candidate du rassemblement, rassemblement pas tout à fait sur toute la circonscription. Vous avez remarqué que le Parti socialiste d'Autun a appelé à voter En Marche, en disant que ce n'est pas une question de personne, c'est que la candidature que vous portez ne répond pas, et je les cite, aux enjeux de la 3e circonscription. Vous réagissez comment à Je ne cela ? crois pas que ce soit une question d'enjeu sur la 3e C'est ainsi formulé en tout cas. Oui, c'est surtout des personnes qui, dès le premier tour des présidentielles, avaient soutenu Emmanuel Macron, donc ils sont dans la même logique. Voilà, on sait que dans le Parti socialiste, il y a une partie qui a soutenu Emmanuel Macron, puis j'ai envie de dire que les gens de gauche me soutiennent. Les socialistes de gauche me soutiennent. Merci Laurence Bernier, merci Véronique. On va accueillir à votre place Frédéric Jiménez de l'Est Républicain. Alors Frédéric va s'installer, il a choisi un thème pour vous interroger très précis qui s'ancre dans l'actualité de cette circonscription avec une grève au long cours au sein d'une maison de retraite médicalisée. Frédéric, dites-nous en plus. Bien, bonjour déjà. Alors effectivement, je vais vous parler d'un conflit social hors norme. Depuis 63 jours, des aides-soignantes de la maison de retraite de Foucheran, l'EHPAD de Foucheran, sont en grève. Elles dénoncent des conditions de travail qu'elles ne supportent plus, qui sont épuisantes, et visiblement, de leur direction, rien ne vient. Pour l'instant, seule l'ARS a bougé, qui finance très largement la structure, ainsi que le département. Alors ça pose plusieurs questions. Qui dit conditions de travail épuisantes et pénibles pour le personnel, dit service minimum pour les résidents. Résidents pour lesquels une chambre à l'EHPAD revient à 2 500 €. Première question. On est sur la question de la fin de vie dans la dignité. Deuxième question. Cette structure étant largement financée sur l'argent public, n'est-il pas nécessaire que les politiques insistent, agissent pour qu'on sorte de ce conflit de manière satisfaisante pour tout le monde? Et jusqu'à présent, on observe un peu le silence des politiques. Je crois que M. Montrollet a voulu les voir. Elles n'ont pas voulu le recevoir. À vous de commencer. Je vous remercie. Disons que oui, effectivement, j'ai essayé de prendre contact avec elles. J'ai d'autres contacts, je vous rassure, parce que je connais des personnes qui ont travaillé là-bas, qui ont hélas démissionné, vu les conditions de travail. Ça, c'est loin d'être simple. Je vous rappelle quand même que je suis un ancien syndicaliste, donc je connais quand même pas mal de ce genre de combat. Je pense que la première chose sur laquelle il faudrait peut-être déjà qu'on insiste, c'est effectivement les conditions de travail. Je vous rappelle que les femmes qui travaillent là-bas, quand elles font des formations, elles doivent avoir 30 minutes pour s'occuper des gens. Aujourd'hui, elles en ont à peine 14. Donc là, c'est déjà un signe assez alarmant. Hélas, 14 minutes donc 14 pour lever, laver une personne et refaire son lit. C'est ça. Voilà, donc vous imaginez bien que les résidents, comme dans beaucoup d'autres résidences, à mon grand regret, parce qu'on pourrait parler de celle-là, mais on peut parler d'autres, les appellent souvent les courants d'air. Donc c'est quand même assez déplorable. Donc effectivement, c'est quelque chose qui coûte très très cher, comme vous l'avez si bien dit. Je vous rappelle quand même que le minimum vieillesse dans le Jura, c'est 700 €. C'est quand même très très peu. Donc c'est pas réellement un cadeau qu'on peut faire à nos anciens. Je pense qu'il est grand temps de revaloriser déjà. La première chose, revaloriser ses pensions. Il ne faut quand même pas oublier que ces gens-là ont payé aussi toute leur vie. Ce sont quand même des gens qui sont sacrifiés aussi pour notre pays. Donc j'ai l'impression quand même qu'on les abandonne. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Et je pense qu'il y aura certainement d'autres démarches à lancer, comme le maintien à domicile, qui est quand même quelque chose qu'on devrait sortir du conflit. Pour sortir du conflit, bon, je sais qu'ils sont un peu plus proches de mes confrères, Monsieur Marcousi, on va dire les choses telles quelles. Vous leur voulez pas? Non, bah écoutez, je peux pas leur en vouloir. Au moins quelqu'un qui les défende, c'est déjà pas rien. On a fait cette démarche-là. Ma foi, on va laisser faire nos confrères, et si réellement ils ont besoin d'aide, je viendrai avec grand plaisir. Ça, c'est sûr. Je laisserai jamais quelqu'un sur le bord de la route. Monsieur Sermier, député sortant, je crois que vous les avez reçus. Oui, d'abord, je voudrais penser à toutes celles et ceux qui travaillent en direction des personnes âgées, les aides-soignantes, les infirmières, tout le monde médical, et leur dire combien je comprends
leurs difficultés et que je les salue et que je les félicite parce que franchement, elles font un boulot admirable chaque jour dans toutes les maisons, dans tous les établissements qui reçoivent des personnes âgées. Et je crois que c'est important pour notre société. Après, moi, je les ai reçues 2 fois, où on a parlé, je pense, franchement. Elles étaient en parfaite confiance. J'ai eu le préfet sur cette question. J'ai eu une fois la directrice de l'établissement. J'ai eu plusieurs fois le directeur général. J'ai eu aussi le directeur de l'ARS. Et ensemble, et avec les syndicats, nous avons obtenu l'embauche de 2 aides-soignantes. Une financée par l'établissement, une financée par l'Agence régionale de santé, parce qu'effectivement, il manquait 2 personnes. Il y avait 2 équipes le matin et l'après-midi, de 8 personnes. Il fallait passer à 9, c'était leur revendication principale. Donc ça, c'est déjà une première revendication. Après, il y a des revendications salariales auxquelles maintenant, il faut que la direction puisse assurer la réflexion et trouver des solutions. En tous les cas, c'est très clair que partout où c'est nécessaire, le député doit être sur le terrain. C'est ce que j'ai fait pour mettre de l'huile dans les rouages et trouver une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Au bout de 8 semaines, il faut en sortir quand même, parce que je crois que oui, mais vous aurez remarqué que ce n'est pas le député qui est le directeur de l'établissement et ce n'est pas lui non plus qui représente la ministre. Donc à un moment donné, moi, ce que je peux faire, c'est faire en sorte que nous puissions trouver ensemble une sortie, et ce qu'ils sachent et qu'elles sachent, mais elles le savent bien, parce qu'elles ont mon numéro de téléphone portable et qu'elles m'appellent. Fort bien. Jean-Bernard Marcusy. Bon, comme l'a dit M. Montrellet, effectivement, j'ai la chance d'être assez régulièrement, et Laurence Bernier également, parce qu'il faut noter le travail collectif qui a pu être fait. Très régulièrement, nous sommes auprès de ces personnes qui sont dans la souffrance par rapport à leur travail, mais qui font une bagarre. Elles ne la font pas que pour elles, cette bagarre. Il faut bien voir les choses. Il y a un conflit aujourd'hui, et derrière, il y a une politique nationale par rapport à ce fonctionnement sur laquelle il va falloir que l'on se penche pour apporter des réponses et des vraies réponses. Donc aujourd'hui, on est sur ce conflit et vous dites qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je suis syndicaliste assez actif et j'ai eu à gérer aussi des conflits. Et on n'a jamais géré les conflits par des bilatérales. Arrive un moment où il faut absolument que toutes les parties se retrouvent avec chacune de l'huile à mettre dans les engrenages pour qu'on arrive vers un résultat, avec peut-être quelques embauches possibles, avec peut-être quelques deniers à mettre sur la fiche de paye. Mais aussi en réfléchissant que c'est un établissement, les Opalines de Foucheran, qui a distribué en 2015 330 000 € de dividendes. Et là, on arrive sur la financiarisation de la fin de vie, sur des gens qui achètent des lits pour avoir une certaine rentabilité. Et notamment, c'est assez marrant parce que c'est le serpent qui se mord la queue, ce sont des fonds de pension qui placent leur argent pour des lits de retraités et qui vont mettre ces gens dans la misère pour ensuite payer les retraités. Donc on marche un peu sur la tête et ça nous donne peut-être à réfléchir sur la retraite par capitalisation que certains nous ont promis. Okay. En tous les cas, je ne sais pas qui est certain, mais moi je défends fermement la retraite par répartition parce que je pense que c'est ce que l'on doit aux plus démunis, aux plus faibles et aux plus modestes. Parce que la retraite, effectivement, par répartition, c'est la solidarité nationale qui date d'ailleurs de 1946 du Conseil de la Résistance. Allez, on fait tourner la parole. Vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, Jean-Marie Sermier. Je vais demander de vous taire un petit peu. On va laisser les autres parler. Paul-Henri Barre, s'il vous plaît. Bon, alors, ce souci aux opalines, et je rejoins tout à fait Jean-Bernard Marcusy sur le sujet. Vous êtes tous d'accord. On n'a pas réussi à les fâcher, Jérémy. Il relève d'une part de la financiarisation de ces maisons de retraite. Il relève aussi d'un certain nombre de décisions qui ont été prises. Moi, je rappelle quand même qu'on a créé des ARS et que les ARS sont en train de conduire... Je précise, ARS, Agence régionale de santé, c'est en quelque sorte le bras armé de l'État pour gérer toutes les problématiques santé en région. Voilà. Le représentant du gouvernement. Voilà. Et ces ARS nous conduisent en ce moment dans le mur sur la vieillesse, mais sur le système de santé de manière générale. Et je vais faire plaisir à Jean-Marie Sermier. François Fillon avait annoncé qu'il fallait réformer les ARS dans son programme. Je pense qu'il avait vraiment raison, il faut remettre les élus. Vous êtes vraiment un candidat Macron, Excusez-moi. Vous êtes d'accord avec Jean-Marie Sermier et avec Jean-Bernard Marcusy en même temps. Je sais que je rassemble plus largement que ce que je présente. C'est moi qui rassemble. Laurence Bernier, s'il vous plaît. Alors, la
première chose que je voudrais dire, c'est que la question de la perte d'autonomie est un des grands chantiers de la période à venir. Donc je ne parlerai pas de dépendance, mais de cette notion de perte d'autonomie qui permet de plus axer l'action sur les questions de solidarité. La deuxième chose, sur le conflit des Opalines, moi je l'ai découvert le 30 mars, juste avant qu'elle se mette en grève, au moment où j'étais au conseil de surveillance avec des salariés de l'hôpital et la population pour demander le rétablissement de la ligne de SMUR de l'hôpital Pasteur, et où je demandais d'ailleurs à monsieur... problématique Oui, santé mais je du demandais à territoire. monsieur Sermier de faire Que le voter... gouvernement a décidé d'ailleurs de supprimer. Et donc, je demandais à M. Sermier de faire voter le conseil de surveillance pour ce maintien. Et donc, les salariés des Opalines annonçaient leur grève et expliquaient les raisons de leur conflit. Alors maintenant, je voudrais mettre l'accent sur deux questions. La première chose, c'est que l'établissement a manqué au respect d'un certain nombre de réglementations qui se traduisent par de la maltraitance pour les résidents, pour les personnes qui sont dans cet établissement. Je précise, il y a eu des plaintes de Il y a eu personnel des plaintes de familles, et de familles voilà. contre la direction, mais on ne va pas se faire la Non, justice non. ici. On Voilà. est bien d'accord. Et Voilà. donc, il y a une situation de maltraitance des résidents et il y a une gestion de ce conflit par la direction qui est, je dirais, lamentable. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai appelé l'ARS à intervenir dans ce conflit en demandant la mise sous tutelle, ou je dirais sous administration provisoire de cet établissement, qui est un établissement à but lucratif, privé, alors que l'ensemble des personnels soignants sont financés par nos impôts. Donc aujourd'hui, pour sortir de ce conflit, puisque c'était votre question, eh bien, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Merci Laurence Bernier. Merci. Frédéric pour ce thème qui concerne évidemment beaucoup de monde. Tout de suite, on retrouve Véronique. Allez Véronique, vous exercez votre droit de suite. À qui vous avez envie de demander des précisions par rapport à ce qui a été dit dans les dernières minutes? D'abord à Jean-Bernard Marcusy, vous n'êtes pas le seul candidat ici à vous indigner de ce que vous appelez la financiarisation de la dépendance. C'est trivial, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on investit dans la dépendance vieillesse comme on investirait dans tout autre domaine lucratif. Si demain vous êtes législateur, imaginons, vous avez une majorité à l'Assemblée, France Insoumise, vous décidez quoi? D'interdire qu'on financiarise ce domaine? Si vous avez bien pris le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise, vous avez dû voir que nous souhaitons revenir, alors que ce soit pour les soins, sur une prise en charge totale des dépenses de santé pour les patients, mais également pour tout ce qui est de l'accompagnement, pour aller vers un service public. Nous ne sommes pas pour la privatisation de l'hôpital comme c'est en train de s'engager aujourd'hui. L'hôpital de Dole, aujourd'hui, est en train de mettre en œuvre une privatisation voisine avec la clinique qui va venir se coller sur l'hôpital. Ce n'est pas notre démarche. Donc, automatiquement, c'est vrai que nous allons lutter contre ces cartels qui font de la fin de vie un marché. C'est inacceptable. Passez tout au public, vous interdisez aux privés de s'occuper de ces questions-là? Trivialement, comment on fait? Mais très honnêtement, est-ce que vous trouvez qu'il est acceptable que l'on fasse du bénéfice à tel niveau sur le dos des anciens? Vous savez, c'est des gens, aujourd'hui, ils ont une grande fierté. Ils ont laissé à leurs enfants une société en meilleur état que celle qu'ils avaient récupérée de leurs parents. Aujourd'hui, nous, tous autour de la table, est-ce qu'on pourra en dire autant? Je n'en suis pas sûr. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics prennent la main sur ces problèmes-là pour pouvoir orienter véritablement la politique vers plus de justice et la capacité pour tous les aînés d'avoir le même service. Paul-Henri Hibard, je m'adresse à vous. En rebondissant sur ce qu'on évoquait à l'instant, la question, pourquoi pas, de remettre dans le giron public la prise en charge de la dépendance. Je vous ai entendu être d'accord tout à l'heure avec Macron, avec Fillon. Pourquoi pas avec un homme dont on ne parle plus du tout depuis qu'il a perdu la primaire socialiste, c'est Vincent Peillon. Il avait proposé un service de maison de retraite publique. Bonne ou mauvaise idée? Alors,
contrairement à Jean-Bernard Marcusier, pour répondre à votre question, je crois qu'on ne peut pas tout enlever au privé, et comme on ne peut pas tout mettre au public. Mais le politique est là pour faire respecter des règles et pour éviter les dérives, notamment les dérives financières. Le service public pour les maisons de retraite peut aussi s'articuler au travers d'expériences que par exemple à Pagny, le maire de Pagny est en train de mener sur des maisons pour résidents seniors, où le coût serait 2,5 fois inférieur pour accueillir des personnes dans des conditions tout à fait acceptables. Je crois qu'il faut être pragmatique, et moi j'apprécie beaucoup Emmanuel Macron pour ça. Le pragmatisme, c'est faire que le privé ne dépasse pas les lignes rouges et faire que le public ait toute sa place quand le privé ne répond pas. Vous mettiez tout à l'heure en cause la politique actuelle de l'Agence régionale de santé. Vers quoi doit-elle tendre selon vous ? Mais ce n'est pas la politique actuelle. C'est avant tout qui décide à l'ARS et qui pose réellement les bases de notre système de santé. Ce sont aujourd'hui des gens du ministère, hors de toute personne politique. Il faut absolument, et je le redis, François Fillon-Didier, il faut remettre les patients, les organisations de patients, les organisations de médecins et les politiques à l'ARS pour répondre aux besoins du territoire. Jean-Marie Sermier, on va faire vite car vous êtes un petit peu en avance sur le temps de parole. Néanmoins, je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous étiez attaché à la retraite par répartition. Vous pointez la faiblesse des pensions et la cherté des maisons de retraite, des EHPAD. Vous êtes aussi le même élu qui souhaitait réduire les charges, notamment patronales. Mais dans ces fameuses charges, il y a aussi toute la prévoyance. Il y a la maladie, il y a la retraite. Comment est-ce que vous allez résoudre cette équation, baisser des charges et avoir l'envie de... Je suis le candidat qui dit qu'il faut assurer le financement du 5e risque. Vous savez, le président Jacques Chirac avait dit qu'il fallait, et ce serait un honneur pour la République, de financer la dépendance. Sarkozy parce que quand on a... dit, on n'a rien vu. Oui, on l'a pas fait. Eh bien, moi, je me battrai pour qu'on puisse assurer le financement du 5e risque, de la dépendance, parce que c'est ce que l'on doit à nos aînés. Parce que vous savez qu'il y a des tas de possibilités de faire des économies sur le social qui est absolument inutile actuellement. Il y a du social positif, il y a du social qui est du laxisme, il y a du social qui est en fait tout simplement de l'assistanat, et je crois qu'il faut supprimer l'assistanat et permettre à nos anciens de pouvoir avoir le financement de leur dépendance. On arrive au terme déjà de ce débat. Je vais vous donner 45 secondes à chacun. Ben, je vais vous donner la parole. Et si vous avez pu dire quelque chose tout à l'heure. Je vais vous donner la parole, Laurence Bernier. Votre conclusion, s'il vous plaît, 45 secondes pour convaincre les uns les autres, les électeurs de cette 3e circonscription du Jura. Vous avez l'honneur. À vous. Très bien. Alors, je veux être la députée du bien commun, c'est-à-dire celle qui va défendre au quotidien les services publics, parce que défendre la ruralité, c'est permettre de garder les services publics de l'hôpital et de ne pas accepter leur démantèlement, de permettre qu'on crée un vrai pôle public de l'autonomie, et avec des unités territoriales de santé départementales, donc plus proches des services, et puis également défendre les écoles, les services de la Poste, l'ensemble des services utiles aux citoyens au quotidien. Et donc ça passe bien par une politique sociale, écologique et aussi démocratique. Merci Laurence Bernier. Jean-Bernard Marcusi. Bien, moi, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'on est dans une élection nationale et qu'à ce titre, il faut se méfier des campagnes de clochers qui voudraient tout ramener au niveau local. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, face au bloc libéral qui se dessine, qui va du PS jusqu'aux Républicains, face à la politique destructrice libérale de M. Macron, face à la casse des droits sociaux, on a besoin d'avoir une force vive, capable d'apporter au peuple français de l'espoir, pour avoir une politique humaniste, une politique solidaire, une politique sociale. Et ça, on le retrouve dans notre programme « L'avenir en commun ». Alors, si demain je suis l'élu de la 3e circonscription, je serai un élu utile, un élu qui ne cumule pas les mandats, qui sera à l'écoute des citoyens, et je porterai l'espoir pour que demain reviennent des jours meilleurs. Merci Jean-Bernard Marcusi. Paul-Henri Barre. Moi, j'ai décidé de servir mon pays en étant député. Je veux servir tous
les électeurs de la circonscription, pas ceux des villes, pas ceux des champs, tous. Il faut qu'on se réunisse pour reconstruire ce pays, pour redonner. Dans notre circonscription, il y a 46% de gens en colère. Mon adversaire, c'est la colère et la désespérance des personnes. J'espère mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron, redonner du souffle et d'espérance dans ce pays, et puis être un député à temps complet qui agit au quotidien pour le bien-être de ses concitoyens. Merci Paul-Henri Barre. Stéphane Montrellet. Merci. Mais écoutez, en conclusion, effectivement, je crois que M. Marcousi avait une bonne réflexion. Effectivement, il s'agit bien d'une élection nationale. Donc, je pense que le mal est bien plus profond que ça. On pourrait rappeler les premières prérogatives de l'État qui consistent à protéger ses concitoyens. Donc, aujourd'hui, on a bien eu un bon débat sur ce sujet-là, mais il y a bien d'autres. On pourrait parler de la police, la justice, et encore. Donc, effectivement, je me présente à cette élection pour porter la voix des patriotes à l'Assemblée nationale et mettre en place le programme de Marine Le Pen, car il est grand temps que cela change. Ça fait quand même plusieurs décennies que nous subissons la catastrophe de l'UMP et du PS, qui ne sera qu'une accélération avec le programme de M. Macron. Donc Merci Stéphane. Il est temps d'avoir un changement. Montrellet, pour Merci. terminer ce dernier tour de table, Jean-Marie Sermier. Oui, je crois que les Jurassiens ont besoin d'un député qui n'est pas sectaire, un député qui les écoute, un député qui est proche d'eux, un député qui est fort à l'Assemblée nationale, qui peut faire entendre la voix de notre 3e circonscription, un député qui rassemble largement au-delà de tous les courants et qui a des convictions pour faire ensemble que notre circonscription existe au niveau national. Merci à vous. Je rappelle que sont également candidats sur cette 3e circonscription du Jura Véronique Henry, Ali Kurt, Dominique Revoy et Sylvie Viard. Tout de suite, un nouveau débat. On part dans le Doubs.